première, c'était plutôt une introduction de caractère général, qui n'était pas, je dirais, localisée géographiquement, et qui posait essentiellement les questions du Covid, vues dans une perspective de santé publique, et vues par rapport aux inégalités sociales de santé, par rapport auxquelles les conditions de travail et les conditions d'emploi jouent un rôle essentiel. Donc ça, c'est pour résumer vraiment de façon très brève ce qui a été fait hier. Aujourd'hui, ce sera beaucoup plus centré sur l'Europe. Demain, ce sera centré sur l'Amérique latine, avec évidemment chaque fois des éléments comparatifs. Donc essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir de commun, ce qu'il peut y avoir de différent dans les dynamiques du Covid en Europe et en Amérique latine, en sachant que ce sont les deux parties du monde où, jusqu'à présent en tout cas, le choc a été le plus dur. C'est-à-dire que si on prend la mortalité par million d'habitants, si on peut dire le primat, ce sont d'un côté des pays d'Amérique latine et de l'autre côté des pays européens. Donc ça c'est... Et alors la quatrième séance sera, je dirais, la séance, si on peut dire, la plus de réflexion sur les mobilisations sociales, les dimensions politiques. Et donc, voilà, il y a une série de questions qui ont été parfois abordées hier, aujourd'hui ou qui le seront demain, mais qui seront reprises alors sous une forme peut-être plus systématique à l'occasion de la quatrième séance. J'espère aussi que la quatrième séance sera peut-être aussi la plus riche au niveau du débat, hein, puisque, voilà, on discutera de différentes options, on discutera par exemple de la vaccination, on discutera des leçons politiques que l'on peut pouvoir tirer à ce stade-ci de ce qui s'est passé. En ce qui concerne les documents, donc, il y aura aussi des documents qui seront mis sur le site de l'Institut Marcel Wittmann. Donc je me suis engagé à donner une bibliographie. Hier, j'ai dit, mais je vous ai un peu trompé, qu'il y avait moyen de ne lire que 2 livres. Bon, vous verrez que j'en ajouterai quand même l'un ou l'autre en cours de route. Enfin, je retiens quand même que les 2 que j'ai présentés hier s'il faut faire un choix, voilà, ce seraient ceux qui à mon avis, présentent le plus grand intérêt. Et là, je ne sais pas encore si je vais... Enfin, il y aura souvent d'autres documents qui seront mis par écrit sur le site de l'Institut Marcel Wittmann. Alors, par rapport à l'exposé d'aujourd'hui, je vous signale aussi qu'il y a une série de conférences qui ont été faites donc, pendant la période du confinement, donc à partir de mai ou juin 2020 jusqu'à, je crois, le mois de mars 2021, qui se trouve sur la page YouTube de l'UPJB et qui sont directement reliés à tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, il s'agit de conférences qui ont été faites à l'UPJB, mais de manière virtuelle. L'une portait de façon générale sur la question des conditions de travail et du Covid, mais par rapport à la première vague, hein, c'était au mois de mai, au mois de juin 2020, pardon, et d'autres portaient sur des secteurs spécifiques ou des questions spécifiques, avec notamment la lutte qui s'est déroulée ici à Bruxelles à la STIB, et donc avec notamment donc, un délégué syndical de la STIB, avec les mobilisations des syndicalistes de la Centrale Générale dans le secteur des titres-services. Hein, et le quatrième exposé présentait des données, je dirais, d'enquête faites par Nicolas Latteur, qui est un chercheur et un formateur dans un organisme qui s'appelle le CEPAC, Centre d'éducation permanente André Genot, et où il analysait un peu comment s'est fait la reprise et quel type de conflictualité ou de micro-conflictualité s'est produite à l'occasion de la reprise du travail ou de la continuité du travail dans les secteurs essentiels, bien entendu, donc ici en Belgique. Donc ça, ce sont des matériaux complémentaires que vous pouvez voir ou revoir. Simplement, il suffit d'aller sur YouTube, vous cherchez UPJB et vous trouverez ça dans les vidéos qui se trouvent sur cette page. Oui. On peut mettre les liens et dernière petite oui. consigne, éteignez votre téléphone. Oui, éteignez les téléphones, s'il vous plaît. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais me centrer sur la situation en Europe. Donc, là, je ne vous apprends rien en vous disant, que l'Europe a été, donc, avec l'Amérique latine, la partie du monde la plus durement touchée en termes de mortalité, que quand on analyse la première vague, donc,
là, je veux dire, la distance entre l'Europe et le reste du monde était particulièrement élevée. Donc le nombre de morts par million d'habitants à ce moment-là en Europe a été particulièrement élevé par rapport à ce qui s'est passé par la suite, où il y a eu, si je puis dire, une sorte de rééquilibrage dans les chiffres, avec la montée de l'Amérique latine, la montée aussi des États-Unis. Hier, il y avait une question à laquelle je n'ai pas répondu, qui était, oui, mais qu'a fait l'Union européenne pendant tout ce temps-là? Je dirais que les politiques, pour l'essentiel, ont été des politiques nationales. Les politiques de l'Union européenne n'ont pas marqué une différence par rapport aux politiques nationales. Alors, sans entrer dans les détails, il faut savoir que la santé publique n'est pas un domaine dans lequel l'Union européenne dispose de compétences normatives, donc elle ne peut pas imposer des règles, contrairement à ce qu'elle peut faire dans d'autres domaines. Donc ça, c'est un facteur qui joue. Un autre facteur, c'est que je vois qu'il y a eu la même panique, le même état de sidération des élites dans la bureaucratie européenne que dans les bureaucraties nationales, et donc il n'y a pas eu non plus de différence essentielle. Là où il y a eu par contre une intervention importante, mais qui est hors sujet par rapport aux exposés que je fais, mais qui a évidemment une signification importante, c'est dans toutes les questions par rapport au financement de plans de relance et le fait de briser, au moins de façon provisoire, le fameux tabou sur la limitation des dépenses publiques. Et ça, je n'aborde pas ces questions-là, donc par rapport à mon exposé, je dirais qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à examiner cet aspect-là des politiques européennes. Alors, donc, si on prend les données actuelles, j'ai vérifié ça ce matin, donc si on prend les 25 pays où on a le niveau le plus élevé de mortalité par million d'habitants, donc on a une succession de pays d'Europe et de l'Amérique latine, et puis il y a juste deux exceptions, en 18e position les États-Unis et en 23e position la Tunisie. Alors il ne faut pas prendre non plus ce ranking comme quelque chose, comment dire, qui répond à toutes les questions. En fait, pour travailler sur ces chiffres, il faut toujours les comparer avec les excès de mortalité. Mais voilà, ça vous donne une idée. Après, la position précise qu'on a dans le ranking n'a pas énormément d'importance, parce que si on a introduit d'autres, la question des critères pour lesquels un décès est reconnu comme étant causé par le Covid, ça pourra aboutir à un ranking un petit peu différent. Mais les ordres de grandeur restent là. Alors, avant justement de commencer, je dirais, la partie systématique de l'exposé, je voulais vous lire un texte. Et puis j'ai hésité jusqu'au bout entre deux textes. Et donc, il y en a un que je vais vous recommander de lire, mais que je ne vais pas vous lire. Je parle d'extrait de texte. Hein, et qui n'a absolument rien à voir avec le Covid, de manière directe, puisqu'il a été écrit il y a plus d'un siècle, en 1912. Mais je crois qu'il y a beaucoup à voir si on essaye de comprendre ce qui s'est passé en particulier dans les maisons de repos. On en a déjà beaucoup discuté hier, donc cette espèce de transformation des maisons de repos en mouroirs, hein, où on a laissé les gens mourir sans leur donner accès à l'hôpital, et où les niveaux de mortalité ont été épouvantables. Si je prends les données belges, je parle de la première vague, on a à peu près 2/3 des décès qui se déroulent dans les maisons de repos. Et dans d'autres pays, comme la France, l'Espagne, etc., on trouve des situations comparables. Dans d'autres pays d'Europe, ce n'est pas la même situation. Et donc, c'est un texte que je ne connaissais pas, que j'ai découvert pendant la pandémie, justement, au moment où il y avait cette transformation des maisons de repos en mouroirs. Et il est de Rosa Luxembourg, et il s'appelle « Dans l'asile de nuit ». Et c'est un texte très bref, il fait une douzaine de pages, et elle part de quelque chose qu'aujourd'hui est oublié, puisque ça peut apparaître sur le plan de l'histoire comme une anecdote. C'est le fait que dans l'asile de nuit de Berlin, il y a eu une série de personnes qui sont mortes à la suite d'un empoisonnement alimentaire. Elle montre que par rapport à la bonne société berlinoise, mais aussi par rapport à l'idéologie du mouvement ouvrier du Parti socialiste en Allemagne, c'est apparu comme un scandale épouvantable. Donc c'est un article qui est très bien écrit, et donc elle le situe de façon ironique dans un climat tranquille, hein, c'est la belle époque, et même le mouvement ouvrier est convaincu que les choses vont s'améliorer petit à petit, etc. Et puis elle dit, voilà, brusquement, on découvre une misère qui en fait a toujours existé dans les pores de la ville, dans les pores de la société, et on découvre à l'occasion de ce qu'on appellerait aujourd'hui un fait divers, mais qui a en fait une signification beaucoup plus grande. Alors je vous laisse découvrir
Ça se trouve aussi sur Internet, hein, avec un accès gratuit, hein, mais donc sinon, ça a été repris dans un petit livre qui s'appelle Rosa Luxembourg dans l'asile de nuit, donc je ne vais pas vous le lire. Alors je vais vous lire quelque chose que j'ai découvert hier, c'est vraiment, et c'est un article que j'ai, je dirais vraiment, énormément apprécié, parce qu'il arrive de façon synthétique à montrer des enjeux importants. C'est une journaliste espagnole qui s'appelle Berta Chulvi. L'article n'est pas encore publié, donc c'est parce que j'ai eu le plaisir de voir les épreuves. Ça va être publié dans le prochain numéro du magazine Ezamag. Et je ne vais vous prendre que de brefs extraits, mais le titre déjà, je le trouve vraiment très, très bon, très efficace. Elle dit « Inégalité sociale, les seules frontières qui résistent à la pandémie ». Et donc elle parle de l'idée, la pandémie a traverser toutes les frontières. Hein. Je crois qu'il y a juste 1 ou 2 îlots dans le Pacifique, plus, suivant les chiffres officiels, la Corée du Nord, qui sont indemnes. Mais elle dit l'idée que la pandémie se joue des frontières et touche toute la population mondiale n'est qu'à moitié vraie. Une étude récente démontre que les inégalités sociales sont les seules frontières que le virus semble respecter. Les données épidémiologiques de l'Agence de santé publique de Barcelone révèle que la carte des niveaux de revenus dans les différents quartiers de Barcelone épouse parfaitement celle de l'incidence du Covid. Nous avons été sur place dans une des zones les plus caractéristiques de l'effet des inégalités sociales et on a pu constater que le virus qui fait pourtant des ravages dans le quartier ouvrier d'El Besos y Maresma s'arrête brusquement sur l'avenue Diagonale. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans une zone de Barcelone où les quartiers sont vraiment très proches l'un de l'autre, hein, un peu sur le modèle de ce que vous pourriez trouver à Bruxelles, où vous avez un quartier relativement aisé, à 100 mètres, 150 mètres, d'un quartier beaucoup plus populaire. Et donc, je ne vais évidemment pas reprendre tout son article, c'est trop long, dès qu'il sortira, on le mettra aussi sur le site de l'Institut. Je vais simplement prendre la découverte qu'elle fait, je dirais, en allant visiter des gens. Donc c'est une journaliste d'investigation engagée et aussi, je crois, avec une très très bonne maîtrise des questions de santé au travail. Et donc elle dit, le cas qui illustre peut-être le mieux à quel point le niveau de revenu constitue une frontière pour le Covid est celui du littoral nord de Barcelone. Donc, hein, si vous voyez Barcelone, c'est le long de la Méditerranée, et le littoral nord, c'est en direction de la France, hein, et donc c'est une zone où, traditionnellement, il y a eu d'importantes concentrations ouvrières. Dans le quartier ouvrier d'El Besos et El Marem, au nord-est de la ville, le niveau de revenu moyen par personne s'élève à 10 289 € par an, donc moins de 1 000 € par mois par personne. Ce quartier pauvre est voisin d'un quartier 2 fois plus riche, Diagonale del Mar, où le niveau de revenu moyen s'élève à 20 900 et quelques euros par personne. Donc on a, en gros, on passe du simple au double entre un quartier et le deuxième quartier. À El Besos y Marem, un appartement de 50 mètres carrés peut valoir 600 000 €. À Diagonale del Mar, on ne trouve pas d'appartement de la... 60 000 €. Et à Diagonale del Mar, on ne trouve pas d'appartement à moins de 200 000 € pour la même dimension. Depuis les terrasses avec piscine de Diagonale del Mar, on peut observer les habitations populaires en briques apparentes qui ont remplacé les champs et les fermes voisines du fleuve Bessos à la fin des années 60. Donc c'est un quartier qui était urbanisé, plus exactement, au moment du grand essor industriel à l'époque franquiste. Depuis le quartier ouvrier, on aperçoit en arrière-plan des silhouettes des nouveaux immeubles qui ressemblent à des gratte-ciel, alors qu'ils ne dépassent pas 14 étages. Le contraste illustre parfaitement la distance qui sépare les classes sociales. À la frontière entre les riches et les pauvres, les appartements les plus humbles prennent de la valeur, et confirmant que la position de classe ne coïncide pas avec la conscience de classe, certains de leurs habitants ne se sentent plus appartenir à la communauté des plus modestes. Ici, ce n'est pas El Besos, précise une voisine qui étend du linge à sa fenêtre au pied d'une tour de luxe. Deux mondes se font face à face, l'un marqué par la précarité, l'autre par l'opulence. De même, la réalité face au Covid est diamétralement opposée selon que l'on se trouve d'un côté ou de l'autre de l'avenue.
Pendant les 4 mois et demi qu'a duré la deuxième vague, l'incidence du virus à Bessos-IL-Maresme a atteint 3634 cas pour 100 000 habitants. Dans le quartier d'en face, diagonale Belmar, l'incidence cumulée s'établit à 1870 cas par 100 000 habitants. Donc on a une différence du simple au double. Alors j'ai choisi ce texte écrit par une journaliste espagnole sur Barcelone, tout simplement parce qu'en Belgique, vous chercheriez en vain des données de ce type. Autrement dit, quand on examine les données belges produites quotidiennement et qui font l'objet de résumés hebdomadaires par Cienzano, vous allez trouver une quantité énorme d'informations intéressantes. Vous n'allez trouver aucune information sur la classe sociale et les différences les inégalités de santé liées à cela. Alors ici, la méthodologie est simple, elle datait déjà d'avant le Covid. Ça consiste à découper, on s'est assis à Barcelone, mais ce travail a été fait au niveau de toute l'Espagne, de découper des territoires par toutes petites fractions, donc ce sont des toutes petites unités territoriales, et à vérifier simplement le niveau des revenus moyens pour chacune de ces fractions de territoire. Et on voit que le Covid, on verra la même chose, enfin on voit la même chose quand on prend les atlas de cancer, on voit que le Covid, effectivement, frappe de façon beaucoup plus dure. Et alors, elle a une formule que je trouve très belle, parce que c'est comme ce qu'on avait vu hier en ce qui concerne Norman Bacon et la tuberculose. Elle dit quelque chose qui, a priori, est absurde et qui, dans les faits, est tout à fait exact. Elle dit « Votre code postal est un déterminant de la santé plus puissant que votre code génétique. » Alors, ce n'est évidemment pas le code postal en tant que numéro, ça n'a strictement aucune importance, mais je trouve que cette formule résume très bien les choses. Parce que les inégalités sociales de santé sont liées en grande partie au processus de travail, donc aux conditions de travail et d'emploi, mais il y a aussi une territorialisation des classes sociales qui fait que les gens qui font tel ou tel travail vont se trouver dans des rues déterminées. Et donc, dans le cas de Barcelone, on pourrait faire exactement la même chose en Belgique, simplement on ne dispose pas des données pour le faire. Je suis sûr que si on devait faire une carte de la mortalité, à la limite rue par rue ou groupe de rue par groupe de rue à Bruxelles, on découvrirait des réalités qui sont similaires. Alors, ça c'est pour la partie, comment dire, le compte rendu que donne une journaliste. C'est largement recoupé par toutes les études épidémiologiques qui se sont penchées sur le problème. Donc là, parce que vous pourriez dire, oui, mais c'est facile, on a pris juste 2 quartiers, mais peut-être que ce n'est pas vrai à l'échelle mondiale. Pas du tout. La totalité des études épidémiologiques dont on dispose, qui se sont posées la question des inégalités sociales, beaucoup ne se la sont pas posées, mais toutes celles qui se sont posées la question des inégalités sociales aboutissent à des résultats qui sont comparables. Vous avez au Brésil des études qui portent sur la différence entre les favelas et les quartiers riches de Rio. Vous avez en France un excellent travail qui a été réalisé en Seine-Saint-Denis, et qui montre comment la Seine-Saint-Denis a, pour l'ensemble de la région parisienne, a supporté, payé le tribut le plus lourd au Covid. Et là, de nouveau, qu'est-ce qu'on va trouver en Seine-Saint-Denis? Mais c'est un mélange de facteurs. On va trouver des facteurs liés à l'activité professionnelle, on va trouver des facteurs liés à ce qu'on appelle, à tort, enfin, de façon trop limitative, la comorbidité, c'est-à-dire comment les corps ont déjà été démolis par les conditions de travail antérieures. On va trouver aussi un semi-désert médical, en tout cas comparé au reste de la région parisienne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des départements français, la Seine-Saint-Denis, c'est un département tout nouveau. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est un département qui était dessiné consciemment comme un département de classe. Ce qui d'habitude n'est pas le cas. D'habitude, c'est l'inverse. On a d'abord un espace géographique déterminé, et puis il se fait que cet espace démographique va être lié à une classe sociale. Exemple de Molenbeek en Belgique. Bon. Dans le cas de la Seine-Saint-Denis, ça a été le processus inverse. C'est-à-dire que vous aviez un seul département qui couvrait Paris et sa première ceinture. Et en 1964, le général de Gaulle, qui était un homme particulièrement prévoyant, a dit un jour ça pourrait basculer vers le rouge, tout ça. Donc on va découper de façon à concéder une zone au Parti communiste français qui à l'époque avait un vote qui était clairement un vote de classe, un vote ouvrier, et mettre à l'abri le reste.
Hein, c'est ce que font en général les bourgeois prévoyants. Hein, on est prêt à liquider quelques meubles, mais on garde le reste, les bijoux les plus précieux. Donc, on a redécoupé cela en gardant Paris intramuros et en déterminant 3 départements. Hein. Et ces départements, si vous, hein, en France, on va vous dire c'est le 91, 92, 93. Bon, donc c'était des numéros nouveaux, parce que jusque-là, la numérotation s'arrêtait à 90 en belge, 90 en français. Et le découpage était complètement artificiel, parce qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul département, qui était le département de la Seine. Donc on pouvait couper comme on voulait, à condition évidemment de garder une continuité territoriale. Et donc on a calculé au millimètre près, je dirais, quelles étaient les communes où le vote PCF était absolument majoritaire, et ça allait former la Seine-Saint-Denis. Et ça, c'était assumé publiquement par De Gaulle, qui a aussi un peu de sens de l'humour. Il a dit, tant qu'on leur donne un département, on ne leur donnera pas le pays et ils ne vont pas protester. Et donc, la Seine-Saint-Denis est devenue ce département avec une concentration ouvrière tout à fait exceptionnelle par rapport à l'ensemble de la région parisienne. Hein. Et donc, on a créé 2 autres départements, hein, Yvonne et Hauts-de-Seine. Et alors, pour être sûr au niveau politique de bien les garder, on a en fait détaché les communes de la 2e ceinture pour les coller à ces 3 nouveaux départements de la 1re ceinture, de manière à être sûr qu'il n'y ait pas de changement au niveau sociopolitique. Alors, ça se passe dans les années 60. J'allais dire, mais entre-temps, la ville a beaucoup changé. Oui, la ville a beaucoup changé, mais dans le cas de la Seine-Saint-Denis, qui est devenue la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui a perdu une grande partie de son industrie. Donc vous avez énormément de sites pollués qui sont des anciens sites industriels, mais vous avez relativement peu de travail industriel. Hein, donc ça, c'était l'évolution générale. Et c'est le département vers lequel on a expulsé, au fur et à mesure que les quartiers populaires de Paris se gentrifiaient, vers lesquels on a expulsé la population des quartiers populaires et en particulier la population immigrée. Donc la Seine-Saint-Denis est devenue, en quelque sorte, le réceptacle de toute une partie du Paris populaire et du Paris immigré, qui ne trouvaient plus, en raison de l'augmentation des prix des logements dans Paris intramuros, et qui est allé en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport au Covid? C'est que vous trouvez en Seine-Saint-Denis une quantité énorme de jeunes travailleurs d'origine immigrée, mais qui doivent travailler ailleurs qu'en Seine-Saint-Denis. Donc ça veut dire avec des temps de transport particulièrement longs. Donc, étant des personnes avec des faibles revenus, c'est du transport en commun, et du transport en commun dans les conditions de Covid, sur des trajets longs et dans des... donc il y a sur les lignes de métro, le tramway, hein, qui a été une des créations du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Donc ça signifie aussi des expositions professionnelles cumulées avec une exposition pendant les temps de transport. Et donc quand on voit les études qui ont été publiées sur la Seine-Saint-Denis, donc il y a notamment une épidémiologiste qui s'appelle Émilie Counil qui a travaillé sur ces questions. Et là, ce sont vraiment, donc c'est pas de l'ordre du reportage, c'est de l'ordre d'études d'épidémiologie qui ont été faites de manière systématique. On voit aussi cette mortalité beaucoup plus concentrée sur ici un département qui a cette particularité exceptionnelle, c'est que c'est un département construit à partir de l'idée d'une concentration ouvrière. Hein, alors que d'habitude, c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des espaces géographiques et puis il se fait que certains évoluent vers des concentrations ouvrières et d'autres évoluent vers des concentrations plus bourgeoises ou de classe moyenne. Alors, pour présenter l'évolution en Europe, je vais commencer par, situer les choses avec un ordre chronologique, parce que je crois que ça aidera à comprendre les choix qui ont été faits par rapport aux conditions de travail et aux conditions d'emploi. Donc, avant le confinement, on est dans le déni. Et quand on est dans le déni, forcément, la question du travail ne se pose pas plus que n'importe quelle autre question. Je veux dire, en France, les élections municipales ont été organisées à un moment où on aurait déjà dû confiner. À la même période, on continue à travailler business as usual. Et il y a un certain nombre de luttes sociales, notamment au musée du Louvre. Le personnel du musée du Louvre exerce son droit de retrait en disant on ne peut pas continuer comme ça, c'est de la folie. Mais il n'y a évidemment aucune politique spécifique pour les lieux de travail, mais c'est parce qu'il n'y a aucune politique spécifique pour le Covid. Donc là, on ne peut pas dire... Enfin oui, on a oublié le travail, mais on a tout oublié. Ce n'est pas simplement le travail qui a été oublié, puisque c'était la même chose pour les municipales, c'était la même chose pour les rassemblements sportifs, c'était la même chose
pour les assemblées religieuses, en fait, pour n'importe quel type de source possible de contamination. À partir de mars, alors je simplifie les choses, puisque les calendriers n'ont pas été identiques dans chaque pays, et aussi les formes de confinement n'ont pas été identiques dans chaque pays, mais à partir de mars, on se met à confiner, et en gros, on va avoir une division quasiment de la force de travail en 3 tiers. Ce n'est pas tout à fait des tiers. On a 30%, ce sont des données moyennes, qui passent vers une situation de non-travail. Alors, la situation de non-travail, elle implique immédiatement des inégalités sociales, parce que si vous avez un CDI, vous êtes en chômage temporaire, mais vous restez dans l'entreprise avec, et c'est ce qu'on a vu au moment de la reprise, une énorme probabilité de retrouver votre travail, évidemment. Si vous êtes intérimaire, si vous êtes CDD, se retrouver en non-travail, c'est se retrouver avec un risque considérable, par la suite, d'être de nouveau en non-travail, une fois que la reprise a eu lieu. Et effectivement, c'est ce qu'on a pu constater. Donc, quand la reprise a eu lieu, une partie importante, la majorité des travailleurs ont retrouvé le travail antérieur, mais il y a aussi une partie qui n'a pas retrouvé ce travail antérieur, et ça se concentre principalement dans les emplois précaires et parmi les femmes. Hein, et donc là, il y a déjà un élément d'inégalité sociale, je dirais, dans cette décision. Voilà, il y a un groupe non-travail, mais le sort des gens va être différencié en fonction du statut d'emploi, hein, suivant qu'on a un contrat précaire ou pas. Deuxième groupe, un peu plus important, donc 30% arrêtent le travail, 35% sont mobilisés, et je dis le mot mobilisé parce qu'il y a eu vraiment, dans un premier temps, une sorte de, ce n'est pas juridiquement parlant une réquisition, mais l'équivalent d'une réquisition, c'est vous continuez à bosser, quelles que soient les conditions. Et ça, c'est tout ce qu'on a appelé les boulots essentiels. Et donc, masque ou pas masque, sécurité ou pas sécurité, peu importe, vous avez à travailler. Et donc ça représente approximativement, de nouveau, d'un pays à l'autre, il y a des petits différents, mais ça représente approximativement 35%, donc un gros tiers. Et puis 35% sont passés en télétravail. Donc c'est grosso modo, c'est pas tout à fait ça, mais c'est 3 tiers. Mais évidemment, la composition de ces 3 groupes n'est pas neutre socialement parlant. Elle n'est pas neutre parce que si on prend les 35% à qui on a dit vous continuez à bosser, on a une écrasante majorité de femmes. On a une écrasante majorité de femmes parce que dans tout ce qu'on appelle les professions du care, dans le secteur des soins de santé, mais aussi pris dans une définition même plus générale, hein, en y incluant le nettoyage, etc., on allait trouver une concentration particulièrement importante de femmes. Et deuxième corrélation très importante, on trouve en majorité les bas salaires. Donc ça a été un peu la révélation ou la surprise du Covid, de dire finalement ce qui est essentiel dans la société capitaliste, c'est ce qui est le moins bien payé. Et donc les conventions qui déterminent les salaires sont basées sur autre chose que l'apport immédiat à la survie de la société ou, pour utiliser un terme plus savant, à la reproduction. Reproduction dans un sens là. Et donc ça, c'est évidemment, voilà, on a 35% des gens qui doivent continuer à travailler coûte que coûte, et où forcément va se concentrer la mortalité tout au long de la première vague, la mortalité dans le groupe d'âge des personnes qui travaillent. Je ne parle pas ici de la mortalité évidemment des personnes les plus âgées. Et ces personnes, ce sont les moins payées, ce sont une nette majorité de femmes, et il y a aussi une nette majorité d'immigrés. Parce qu'on va trouver effectivement les immigrés dans les services essentiels. Alors, le comble, enfin, si on peut parler de comble là-dedans, c'est que, par exemple, dans le cas de la Belgique, mais c'était vrai dans toute une série d'autres pays d'Europe, c'est aussi une période dans laquelle on dit, les gens qui sont sans papier et qui théoriquement ne devraient pas travailler légalement, on va les laisser travailler légalement pour une courte période. Mais sans accorder la moindre régularisation. Le seul pays qui a décidé une politique de régularisation, c'est le Portugal et l'Italie, mais avec des conditions beaucoup plus restrictives. Et donc, dans les autres pays, que ce soit la Belgique, la France, l'Allemagne, on a fait travailler les sans-papiers, ou nous dirons, on les fait toujours travailler, de toute façon, dans des conditions qui sont mauvaises, mais là, pour une fois, légalement. Donc, pour une fois, avec les tarifs des conventions collectives. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, il y a eu
un travailleur sans papier qui avait participé à la grève de la faim au béguinage, qui a eu un accident du travail dans un chantier du bâtiment, donc il a dû être amené à l'hôpital, et il est apparu qu'il était payé 20 € par jour, hein, ce qui n'est évidemment pas le salaire de la convention collective du bâtiment. Donc ça, c'est la situation ordinaire. Pendant les quelques mois du premier confinement, ceux qui avaient la chance, il n'y en a pas eu tellement, hein, mais ceux qui avaient la chance de pouvoir trouver un employeur qui allait le déclarer, ben, ils pouvaient être payés légalement, avec la sécurité sociale, etc., mais uniquement pendant la période d'exception qui était le confinement. Et puis donc 35% en télétravail, et de nouveau, voilà, nous avons une masse de personnes qui passent en télétravail, mais dans l'ensemble des enquêtes sur conditions de travail, mais aussi conditions de vie au niveau du logement, on voit des inégalités énormes entre hommes et femmes notamment, mais aussi en fonction du niveau de revenu, c'est-à-dire de la qualité du logement, de la qualité du matériel dont on dispose, mais en ce qui concerne les inégalités hommes-femmes aussi, parce que la structure familiale a exigé beaucoup plus des femmes pendant la période du Covid. Pourquoi elle exigeait beaucoup plus des femmes? Parce qu'en quantité d'activités prises en charge par des institutions externes à la famille, l'école, les soins aux personnes handicapées, les soins à des personnes âgées mais hors maison de repos, etc., ont été reconcentrés vers la famille. Et donc du coup, on a un cumul d'inégalités qui s'est créé pour les femmes. D'une part, c'est que, je dirais, leur position de force dans la famille fait que s'il y avait un seul ordinateur, une seule pièce avec un beau bureau, ben, en général, c'était le monsieur qui allait s'en occuper. Et donc, la femme pouvait se débrouiller comme elle pouvait. Et deuxième facteur, la charge de travail elle-même est restée, non seulement, en fait, elle n'est pas restée aussi inégalitaire qu'elle était, elle est devenue plus inégalitaire. Autrement dit, quand on voit le partage inégal homme-femme des charges du foyer, on s'est rendu compte que pendant la période du Covid, donc tout le monde était à la maison, donc personne ne pouvait dire « moi j'ai perdu un temps fou dans les transports », mais la répartition inégale du travail entre les femmes et les hommes s'est accentuée, et donc cette surcharge, parce que les gamins, ben, ils étaient à la maison 24 heures sur 24, alors d'habitude ils vont quand même à l'école, ils peuvent avoir des activités chez les scouts, enfin, ou n'importe où ailleurs, ben, il fallait s'en occuper de façon beaucoup plus intensive. Mais une autre situation où là, il y a eu vraiment des situations de grande tragédie, c'est par exemple par rapport aux personnes handicapées. Hein, toute une série de personnes handicapées qui étaient prises en charge soit sur une base de temps partiel, donc dans des ateliers de jour, soit sur une base résidentielle, ont été renvoyées vers leur famille. Et donc, voilà, ça a représenté évidemment une charge de travail extrêmement importante qui a été assumée essentiellement par des femmes. Donc ça, c'est cette première étape avec cette division grosso modo en 3 tiers. Alors, deuxième question, c'est, oui, et pour les 30% là qui ont perdu le travail, qu'est-ce qu'on a fait en termes de revenus de remplacement? Alors ça, c'est la différence principale entre l'Europe et l'Amérique latine. Il y a eu, dans la majorité des cas, des revenus de remplacement. Mais, et je dirais, le compromis qui s'est fait souvent au niveau national, hein, puisqu'il n'y a pas de politique européenne là-dessus, le compromis qui s'est fait souvent au niveau national, c'est, alors je ne veux pas exagérer avec le mot, mais une certaine générosité dans les revenus de remplacement, ou en tout cas un certain assouplissement dans les conditions d'accès. Et donc là, c'est vrai, par rapport à une situation ordinaire, la réglementation de tout ce qui est chômage temporaire, etc., a été facilitée de manière à ce que les revenus de remplacement soient plus facilement accessibles. Mais vous avez un certain nombre d'exclus de ces revenus de remplacement. Donc si vous étiez intérimaire, que vous aviez perdu votre boulot, vous n'aviez pas droit à un revenu de remplacement au titre du chômage temporaire. Si vous étiez sans papier, à plus forte raison, vous n'aviez pas droit à un revenu de remplacement parce que vous n'y avez jamais droit, même en temps ordinaire. Bon. Donc, je dirais dans l'interface travail-emploi, c'est un élément important. Alors, c'est un élément qui joue aussi d'un point de vue sanitaire. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de revenu de remplacement, dans les faits, vous êtes contraint à accepter n'importe quoi comme boulot. Hein? Et donc, on a vu, par exemple, un afflux. Donc, certains secteurs ont recruté à forte dose. C'est notamment tout ce qui est, par exemple, logistique
et tout ce qui est livreur. Ce sont des secteurs qui, justement, par les conditions même du confinement, ont eu un surcroît d'activité particulièrement important. Et pour toute une série de personnes qui n'avaient pas accès à des revenus de remplacement, ça signifiait se placer, je dirais, dans une condition de précarité et de vulnérabilité particulièrement renforcée. Je n'ai rien d'autre, je vais faire le boulot comme livreur chez Deliveroo, je vais faire le boulot dans un entrepôt Amazon. Là, on a recruté, Amazon a recruté, mais alors vraiment massivement partout dans le monde. Ça, ce n'est pas un phénomène propre à l'Europe, mais tous les grands centres de logistique, que ce soit de l'Est, Colruyt, etc., ont également recruté énormément. En général, ils recrutaient sur des bases ultra précaires, c'est-à-dire des contrats de 7 jours, pour la manœuvre additionnelle, ce qui évidemment vous rend complètement dépendant, je dirais, des conditions qui sont imposées. Alors, par rapport à la santé au travail, ça pose quoi comme problème? Ça pose le problème que dans les entreprises, et ça c'est vrai aussi bien pour la période où on maintient le travail en période de confinement que pour la reprise du travail pour les autres entreprises après le confinement, le patronat a voulu garder le monopole des décisions en matière d'organisation du travail. Et la règle d'or, c'était on fait comme avant, mais avec des mesures d'hygiène. Donc on met à la disposition, alors on ne l'a pas toujours fait en plus dans les petites entreprises, enfin dans beaucoup d'entreprises, on a mis à la disposition des masques, on a mis toutes sortes de signalisations pour que la distance physique soit autant que possible respectée. Donc il y a eu des barrières hygiéniques qui ont été mises en place dans les entreprises, mais sans toucher à l'organisation du travail. Alors je vais vous donner un exemple deux exemples qui sont très simples, mais qui montrent à quel point ce genre de situation crée en permanence des injonctions paradoxales, c'est-à-dire vous avez d'un côté des consignes, mais de l'autre côté ces consignes sont inapplicables. Le premier exemple, c'est dans les centres de logistique. Alors dans les centres de logistique, depuis des années, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, on a des systèmes par commande vocale. Donc vous êtes dans un immense entrepôt, vous circulez avec votre Clark ou d'autres moyens, et vous devez aller chercher les produits, mais c'est là vous qui décidez dans quel ordre vous procédez. Vous avez une commande vocale qui vous dit tu vas chercher étagère B14, il y a trois trucs de biscuits, hop, tu prends les biscuits, après tu passes à l'étagère D17, et tu prends les Kleenex, etc. Bon. Et donc ces systèmes ont été évidemment mis au point pour maximiser les profits, c'est-à-dire pour éliminer au maximum les temps morts. Et donc ils ont une rationalité par rapport à cela. Mais en période de Covid, ce que ces systèmes évidemment n'avaient pas pu intégrer, c'est que on vendait beaucoup, et même beaucoup plus, dans les supermarchés, puisque plein de petits commerces étaient hors activité, mais on vendait d'autres choses. Donc l'algorithme qui déterminait les séquences du travail dans ces entrepôts n'a pas été modifié. Et vous avez sans doute tous été amusés par le fait qu'en Belgique, il y a eu une passion pour les rouleaux de papier chiotte. Il y a eu d'autres produits comme ça. Donc, je veux dire, la consommation, le panier des consommateurs dans les supermarchés n'était pas le même panier qu'avant le Covid. Il y avait des produits qui partaient plus, d'autres produits qui partaient moins. Donc, dans les centres de logistique, ça posait un énorme problème parce que l'algorithme n'était pas du tout adapté à cette manière différente de travailler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai eu vraiment des témoignages nombreux d'endroits différents. C'est qu'il y avait des cohues. Il y avait brusquement 15 personnes devant le rayon, les étagères où il y a tous les rouleaux de papier WC. Parce que traditionnellement, l'algorithme considérait que c'était un petit produit, il n'y en avait pas tellement qui partaient tous les jours. Et avec la consigne contradictoire, ou plutôt une contradiction entre la consigne et la productivité. La consigne, c'était maintenir la distance, donc ne pas s'approcher de l'étagère tant que le précédent n'a pas fini son boulot. La réalité, c'est si tu n'es pas dans la norme de production, lundi prochain, on ne te renouvelle pas ton contrat de travail. Et donc, dans la majorité des cas, les travailleurs ont été obligés de faire eux-mêmes un compromis entre ce qu'ils percevaient comme possibilité du point de vue de leur sécurité et ce qu'ils percevaient comme nécessité du point de vue de la production. Et c'est ce qui explique notamment que, justement, on a des données, par exemple, pour Amazon,
à Amazon, il y a eu, et ça c'est pas seulement pour l'Europe, hein, on a les mêmes données pour les États-Unis, il y a eu un nombre particulièrement élevé de gens qui ont été infectés par le Covid, alors que sur le papier, toutes les règles hygiéniques étaient là. Hein, Amazon n'est pas une petite entreprise, c'est des gens qui sont très soucieux de leur réputation. Donc sur le papier, vous lisez les documents d'Amazon, vous dites, ah ben, c'est bien fait, ils ont bien réfléchi, on a donné des consignes très claires pour éviter les contaminations. Mais l'exigence de productivité faisait que ces consignes, ben, c'était du papier chiotte, c'est-à-dire on ne pouvait pas les utiliser sous peine de perdre son boulot. Et donc ça je trouve que c'est un bon exemple qui montre cette interaction entre d'une part la vulnérabilité et d'autre part les conditions de travail qui amplifient l'épidémie. Deuxième exemple, c'est ce qui s'est passé dans les abattoirs. Donc dans les abattoirs, alors déjà, de nouveau, c'est une main-d'œuvre particulièrement vulnérable, il y a énormément de sous-traitance, avec des travailleurs notamment qui viennent d'Europe de l'Est, etc., etc. Donc il y a tous ces facteurs, je dirais, qui jouent sur la vulnérabilité du personnel dans les abattoirs. Dans les abattoirs, vous avez un rythme de travail qui est, alors vraiment, enfin, je dirais à la limite, le rythme est encore pire que dans des entreprises de manufacture automobile. Et vous avez énormément de bruit, un risque d'accident très élevé, donc une nécessité en permanence de se coordonner avec ses collègues. Hein, bon. Et le problème de cette conjonction entre bruit, danger et concentration de personnes, c'est qu'on distribuait les masques, mais qu'au moment où il fallait communiquer, la première chose que vous avez travaillé, c'était retirer le masque, parce que sinon ils ne s'entendaient pas. Donc de nouveau, la consigne était là, vous portez votre masque, mais l'organisation du travail n'avait pas été changée. Et les rythmes de la production n'avaient pas été changés. Et toutes les autres conditions, le bruit, alors il y a aussi un facteur qui lui est plus biophysique, qui est la question des chaînes de froid, mais enfin, laissons-le de côté pour le moment. Mais donc, dans les abattoirs, les conditions de contamination n'étaient pas les conditions que l'on trouve dans un simple espace public. Et ça, c'est ce qui a été évacué tout au long de la crise du Covid. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on a traité les lieux de travail comme étant des espaces publics. Et on a dit 1,50 m ou 2 mètres, ça dépendait des pays, le masque, quand vous ne pouvez pas respecter la distance, le gel, chaque fois que, le plus souvent possible, lavez-vous les mains, etc. etc. Mais toutes ces règles d'hygiène qui sont en elles-mêmes rationnelles et qui ont leur logique, ces règles d'hygiène ne pouvaient pas fonctionner telles quelles en fonction d'une organisation du travail déterminée. Et alors, dans toutes les usines, on a pu voir qu'il y avait des zones où ça marchait plus ou moins, et des zones où ça ne marchait pas, mais où c'était les travailleurs eux-mêmes qui étaient sans cesse obligés de réinventer les règles, de renégocier les règles. Et j'ajouterai à cela, dans le travail vis-à-vis des personnes, il y a eu exactement, il y a eu ce problème-là, mais s'y est ajouté le problème de la relation interpersonnelle. Donc, dans les hôpitaux, la règle très stricte, c'était en cas de décès, la famille ne peut pas venir. Même chose dans les maisons de repos. Et donc, les infirmières, le personnel soignant s'est rendu compte à quel point c'était dur. Et à quel point aussi, ça remettait en cause leur propre éthique professionnelle. Donc, souvent, comme on dit à Bruxelles en Stummelings, elles aménageaient la règle. Elles laissaient quand même des gens venir. Mais en prenant des précautions, ce n'était pas de façon irresponsable. Mais donc là, de nouveau, si une contamination s'était produite à cette occasion-là, on aurait invoqué la responsabilité individuelle. Vous avez reçu des consignes, vous n'avez pas respecté les consignes. Effectivement, elles n'ont pas respecté les consignes parce qu'elles ont une éthique professionnelle, elles ont un sens du métier qui faisait qu'elles voulaient aménager la consigne. Elles ne voulaient évidemment pas se mettre en danger ni mettre en danger les autres. Simplement, elles voulaient aménager la consigne pour rendre cela compatible avec leur conception du travail. Et donc ça a été un autre facteur qui a également joué. Et là, c'est quelque chose qui n'a pas été tellement diffusé, parce qu'à mon avis, les industriels ont été trop timides par rapport à ce genre de pratique. Elles ne l'ont pas assumé comme une illégalité ou une irrégularité que l'on revendique, mais ça s'est passé au quotidien. Et quand vous conversez avec les gens, sans arrêt, on vous dit cela. Alors, un autre secteur qui a été particulièrement frappé, c'est celui des saisonniers agricoles. Alors là, il faut vous rappeler, on est
dans la période de confinement la plus stricte, et le gouvernement allemand vient trouver l'Union européenne en disant nos asperges sont en train de pourrir. Et donc, alors que toutes les frontières sont fermées, alors qu'on a les mesures les plus strictes de confinement, en 24 heures, l'Union européenne décide de faire une exception pour les saisonniers agricoles. En majorité, ils venaient de Roumanie, Bulgarie, donc plutôt de pays membres de l'Union européenne, mais situés dans les Balkans, aussi de Pologne d'ailleurs. Et on va, au début on pensait par charter, puis finalement c'était par autobus, enfin, il y a eu toute une série de complications autour de ça. Mais on va faire revenir ces ouvriers agricoles pour ne pas perdre les asperges. Étant entendu qu'avec le prix que payent les employeurs, on trouverait difficilement de la main-d'œuvre allemande sur place pour faire ce travail. Hein. Donc il fallait continuer à payer au prix le plus bas. Et donc, en ce qui concerne les saisonniers agricoles, c'est principalement 4 pays européens qui sont concernés. C'est ceux qui utilisent de la manière la plus intensive les saisonniers agricoles. C'est l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Et donc, dans ces 4 pays, on a rapidement constaté ce qu'on appelle des clusters. Des clusters liés au fait que les gens ont été transportés vers les centres, je dirais, de production dans l'agriculture, dans des conditions souvent très précaires, et que d'autre part, aux conditions de travail elles-mêmes, vous me direz en plein air, le risque de contamination n'est pas très grand, ce qui est vrai, mais le problème pour les ouvriers saisonniers, c'est qu'il n'y a pas seulement le travail proprement dit, quand il est fait en plein air, c'est vrai qu'il ne présente pas un risque important du point de vue du Covid, mais c'est qu'on loge dans des logements de fortune où souvent les gens peuvent être, enfin en Italie, c'est parfois 15-20 personnes dans une seule pièce avec, qui se sont accumulées. Et donc, dans le cas des travailleurs agricoles, en tout cas les enquêtes épidémiologiques qui ont été menées les plus sérieuses, c'est en Espagne que ça s'est fait, on voit que c'est pas le travail stricto sensu, c'est plutôt l'ensemble des conditions de transport et de logement. Donc le transport, c'est depuis l'endroit où les personnes logent vers les différents champs vers lesquels il faut se rendre. Mais alors, et c'est pour ça que hier je parlais de la nécessité d'avoir une vue d'ensemble où tous les facteurs s'articulent. Il y a un facteur supplémentaire pour les saisonniers agricoles, c'est que par rapport au salaire du pays d'origine, c'est bien payé. Donc par rapport à nous, c'est pas très bien payé, mais pour un travailleur roumain ou un travailleur polonais, être saisonnier agricole, c'est bien payé, hein, par rapport au pays d'origine. Mais il ne faut pas perdre un jour. Donc, et cela, de nouveau, on l'a observé de façon assez systématique, c'est là qu'il y a eu le plus d'études en Espagne, mais on l'a aussi observé dans le sud de la France. Quand un travailleur a les premiers symptômes, il fait tout pour ne pas être testé. Et pour rester le plus longtemps possible, en espérant, ce qui statistiquement n'est pas absurde, en espérant qu'il ne passera jamais à des symptômes graves. Autrement dit, il pourra continuer à travailler pendant toute la saison des travaux agricoles. Parce que cesser de travailler, c'est être foutu dehors, et donc ne plus avoir de revenus, parce que ce sont des contrats d'une très grande précarité. Et donc là, on voit cette interaction entre, d'une part, les conditions de travail proprement dites, d'autre part, ce qui entoure directement les conditions de travail, logement et transport, et puis le troisième niveau, qui est que, à défaut de protection sociale suffisante, vous allez faire ce qu'on appelle du présentéisme. Autrement dit, à défaut de protection sociale suffisante, vous allez essayer de tirer jusqu'au bout pour conserver votre boulot tant que vous n'avez pas la fièvre et une situation qui vous rend complètement incapable de travailler. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a pu observer en Europe, mais je dirais dans les couches les plus vulnérabilisées, mais qu'on a observé de façon beaucoup plus massive aux États-Unis et en Amérique latine, où la couverture pour les incapacités de travail est beaucoup moins grande, et donc où ce phénomène de présentéisme a été particulièrement accentué. Donc il a fortement existé en Europe dans les couches les plus précarisées, et en Amérique latine, il a concerné, je veux dire, un volume beaucoup plus grand de travailleurs, mais c'est aussi vrai pour les États-Unis. Aux États-Unis, c'était une des revendications principales des syndicats, c'était qu'on paye les jours d'incapacité de travail, parce que suivant les conventions collectives et suivant les systèmes aussi d'assurance qui existent entreprise par entreprise, ce n'est pas gagné. Autrement dit, il y a quantité de travailleurs qui n'ont pas droit aux États-Unis à un régime d'incapacité de travail. Alors, au fur et à mesure qu'il y a eu le déconfinement, qu'est-ce qui s'est passé dans les entreprises? C'est
la prise en compte, plus ou moins bien, du facteur hygiénique, hein, donc mettre des signes, mettre du gel, porter des masques, etc. Beaucoup moins en des termes de prévention collective. Hein, toutes les questions liées à la ventilation, qui sont vraiment des questions vitales, en général, n'ont pas été abordées de façon systématique. Hein, donc il y a eu des entreprises qui l'ont fait, d'autres qui ne l'ont pas fait, mais globalement, il n'y a pas eu de très grands efforts. Je vois ça même, voilà, je suis au quotidien dans les transports publics à Bruxelles. C'est vous qui prenez l'initiative dans le métro d'ouvrir la fenêtre. Ça ne fait pas partie, alors que c'est vraiment quelque chose, un élément de prévention très simple, très économique, parce que la fille se réfugie toujours derrière les coups. Mais là, ça ne coûte rien de dire au moment où une rame de métro part tôt le matin du dépôt, on ouvre systématiquement toutes les fenêtres. Non, c'est laissé aux usagers, et la FIB elle-même n'a jamais fait la moindre campagne d'information sur ce sujet. Au contraire, elle était toute contente de reprendre le trafic voyageur en mai d'année passée. Et donc, les éléments de prévention collective ont été très très faibles. Les éléments de prévention individuelle ont été plus importants, mais centrés sur l'hygiène. Et l'organisation du travail, ça a été considéré comme le tabou. L'organisation du travail, c'est le monopole de l'employeur. Et si vous vous souvenez, au mois de juillet ou août de l'année passée, le président de la FEB disait, vous savez, en Belgique, le seul lieu sûr, c'est l'entreprise. Donc à la limite, il fallait travailler 24 jours sur 24. Et là, vous étiez protégé contre le Covid. Toutes les autres activités étaient dangereuses, mais l'entreprise, c'était ce qu'il y avait le plus sûr. Les données, parce que, bon, même si Sciences & Nous ne recueille pas de données, il y a quand même des enquêtes qui ont été menées, notamment par l'Université d'Anvers, sur le nombre de personnes attribuant leur Covid à une exposition professionnelle. Les données montrent qu'au contraire, les expositions professionnelles ont été très nombreuses et de nouveau ont dessiné une cartographie, hein, comme dans cet article espagnol, sur la base des groupes socio-professionnels. Alors, après le premier confinement, dans les confinements ultérieurs, la classification a changé. Alors, qu'est-ce que je veux dire par la classification a changé? C'est que la question activité essentielle n'a plus été posée comme un critère déterminant. Donc, chaque fois qu'il y a eu des remontées, quel était le message gouvernemental? N'oubliez pas le télétravail. Donc, cette catégorie a été maintenue. C'est ce qu'on voit ces jours-ci. On vous dit, n'oubliez pas le télétravail. Est-ce qu'on va prendre 3 jours? Est-ce qu'on va prendre 4 jours? Enfin, peu importe. Mais le télétravail, ça, c'est la solution. Solution dont j'ai déjà dit que, sur le plan des inégalités sociales, elle était quand même problématique. Enfin, ça, c'est la solution. Mais pour le reste, quelles sont les activités fermées? Ce n'est pas en fonction de la santé au travail, c'est en fonction des usagers. Autrement dit, ce qu'on a fermé, c'est à certains moments, c'est un certain nombre de lieux parce qu'il y avait une fréquentation par les usagers. Les cinémas, les discothèques, les restaurants, enfin, en fonction des périodes, ça a varié, les salles de sport, les écoles à certains moments, etc. etc. Donc, c'est le concept d'usager qui était déterminant dans le tri, et pas celui de la santé au travail. Ce qui signifie qu'au moment, chaque fois qu'on ferme, on ouvre, hein, c'est un peu une partie de yo-yo, au moment de rouvrir, la préoccupation va vers les usagers, ce qui est très bien, qu'on s'occupe des usagers, mais elle ne va pas vers la santé des travailleurs. Or, les conditions, évidemment, ne sont pas les mêmes, parce qu'un usager, ça dépend du type d'activité, mais un usager, ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures. Mais c'est rarement une journée de 8 heures. Les personnes qui travaillent, elles y sont tout le temps. Hein? Et donc, du coup, leur exposition est évidemment nettement plus grande que celle des usagers. Là, si vous pensez à un supermarché, la probabilité d'être contaminé par le Covid pour la personne qui vient avec son caddie, qui ramasse quelques articles et qui s'en va, simplement en raison de la limite dans le temps, cette probabilité est faible. Elle existe, mais bon, je ne pourrais pas la calculer, mais en tout cas, c'est une probabilité qui est faible. Mais pour la caissière, pour les personnes qui font qui doivent réassortir les rayonnages, cette probabilité devient beaucoup plus grande, parce que ces personnes vont rester des heures et des heures, et donc du coup, de façon, je dirais, mathématique, la probabilité d'être contaminé est plus grande. Et ça, par exemple, moi je peux même le voir comme ça au quotidien, dans les commerces où je vais, la question de quelle protection on accorde
dans le cas du commerce, c'est plutôt des travailleuses en majorité, cette protection, elle est très faible. Hein. Et donc, les mesures qui ont été adoptées l'ont été par rapport aux consommateurs. Bon, il y a eu une période, maintenant ce n'est plus le cas, même si en théorie tous les magasins disent maximum autant, ce n'est absolument pas respecté parce qu'il n'y a plus de tri à l'entrée. Mais l'idée de limiter à un certain nombre de personnes, qui était une idée tout à fait rationnelle, mais ça n'avait pas de conséquences directes, évidemment, du point de vue de la santé du personnel. Ça avait des conséquences positives du point de vue de la santé des consommateurs. Alors, on a encore un tout petit peu de temps, donc je voudrais maintenant faire un flash sur un secteur particulier, qui est le secteur de la santé, hein, et donner un certain nombre d'éléments pour montrer que les conditions de travail existant antérieurement au Covid étaient déjà des conditions de travail extrêmement dures, pénibles et risquées. Et donc que le Covid est venu sur un terrain qui lui était particulièrement favorable. Alors, je vais commencer vraiment par des données tout à fait générales. Donc, en Europe, quand on fait les enquêtes sur la force de travail, on doit faire des regroupements, hein, et donc on regroupe les secteurs en 10 agglomérats. Hein, donc on va mettre ensemble toute une série d'activités pour pouvoir constituer, au niveau statistique, des catégories, je dirais, qui permettent de rassembler suffisamment de personnes. Et on a une division qui se fait en 10 groupes. Hein, c'est la division de Rostad, donc qui est appliquée dans l'ensemble des pays d'Europe. Et donc, vous avez un de ces groupes qui est le secteur de la santé. Alors, au niveau quantitatif, c'est 11% de l'ensemble de la force de travail, donc c'est quand même un des groupes, je dirais, les plus importants. Et donc, ça représente approximativement 25 millions de personnes. Et de tous les groupes, hein, donc il y a 10 groupes hein, qui permettent de regrouper des gens. De tous les groupes, c'est celui qui connaît le niveau de ségrégation sexuelle le plus élevé en ce qui concerne la concentration féminine. Autrement dit, dans le secteur de la santé, vous avez 22% d'hommes, 78% de femmes. Il n'y a pas d'autres groupes où il y aurait un secteur plus élevé de femmes, un pourcentage plus élevé de femmes. Juste au-dessus juste en dessous plutôt, de la santé, vous avez l'éducation avec 72% de femmes. Et donc c'est le secteur qui, du point de vue de l'emploi féminin, est le plus concentré sur les femmes. J'ajouterai à cela, mais ça n'a pas beaucoup d'importance sur le terrain statistique, ça a de l'importance sur le terrain de la représentation qu'on se fait du travail du CARE, qu'en réalité, les activités liées à la santé débordent largement ce qu'on a défini comme secteur de la santé à des fins statistiques. Pensez à une pharmacie dans un quartier populaire. Sur le plan statistique, c'est commerce. Voilà, c'est comme ça, ce sont des conventions. Mais dans les quartiers populaires, enfin ça je vis au quotidien à Saint-Josse, la pharmacie est vraiment souvent le premier interlocuteur de santé. Hein, et c'est souvent pour ça, je te dis qu'on doit attendre assez longtemps parce que les gens ne viennent pas acheter un médicament, les gens viennent expliquer une situation. Mon fils a de la fièvre, ça fait 3 jours, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et je vois, là où je suis, qu'effectivement le personnel est très engagé là-dedans. Donc ça fait partie aussi de l'identité professionnelle dans le secteur des pharmacies, de dire on n'est pas seulement là pour vendre, on est aussi là pour aider les gens en termes de santé. Donc ça fait partie de cette première ligne de santé dont je parlais hier. Ce secteur ne se trouve pas cette activité plutôt ne se retrouve pas reprise dans le secteur de la santé. Donc quand on dit c'est 25 millions de personnes et qu'il y a une écrasante majorité de femmes, 70% de femmes, si on voulait avoir une vision d'ensemble fonctionnelle de ce qu'est la santé, on devrait en fait ajouter toute une série d'autres activités. Pensez par exemple aussi au personnel également, alors là, avec une immense majorité de femmes, dans les maternelles. C'est clair que les maternelles ont aussi une fonction de santé. Ce n'est pas leur fonction première, hein, dans les statistiques ça fait partie de l'éducation, mais c'est clair qu'elles ont une fonction de santé, et exactement comme les pharmacies, une fonction de santé variable en fonction du milieu social auquel elles s'adressent. Oui, vous pouvez partir de l'hypothèse que la pharmacie dans un quartier bourgeois a une fonction de santé beaucoup moins importante que la pharmacie dans un quartier populaire. Parce qu'elle répond à des besoins qui
dans un quartier bourgeois seront peut-être pris en charge simplement parce qu'on a des relations, on peut téléphoner à un ami médecin ou on va plus régulièrement chez le médecin généraliste. Et donc, l'information en provenant de la pharmacie devient moins importante parce qu'on a d'autres ressources, payées ou pas payées, peu importe, mais qui sont à disposition. Et c'est la même chose pour les maternelles. Je connais des syndicalistes de maternelles qui disent, mais par exemple, là où on a des enfants dont les parents ne parlent pas français, c'est clair qu'elles ont un rôle social nettement plus important que là où tous les enfants, ou la majorité des enfants, ont des parents qui parlent bien français. Donc du coup, elle doit s'investir beaucoup plus dans cette dimension sociale que ce qui serait la simple description de leur fonction, qui est éducation pour les plus petits. Bon. Et donc, on doit ajouter, si on parle d'une optique, je dirais, critique sur justement la sous-estimation, la sous-évaluation du travail du care, on doit ajouter quantité d'activités, entre guillemets, qui seraient périphériques par rapport à la santé, mais qui en fait y contribuent. Alors, si on prend les conditions de travail, je vais faire ça de façon assez brève, c'est que dans toute une série de domaines, on voit que les conditions de travail sont plus dures que dans les autres secteurs. Et donc là, je me base sur les données de l'enquête européenne sur les conditions de travail. C'est une enquête qui est répétée tous les 5 ans. On n'a pas encore les données de l'année 2021 parce que c'est en cours. Donc je me base sur les données de l'année 2015. D'une période à l'autre, il n'y a pas de changement énorme. Alors, une des questions très importantes, c'est est-ce que vous avez le temps suffisant pour faire un travail de qualité? Et donc, la réponse, entre guillemets, là, vous avez toujours le choix entre 3 à 4 possibilités. La réponse la plus mauvaise, je dirais, du point de vue de vos conditions de travail, c'est de dire pendant au moins les 3/4 du temps, je n'ai pas le temps suffisant pour faire un travail de qualité. Non, ça signifie que vous êtes en permanence sous pression. Ça signifie aussi au niveau psychologique que vous êtes dans une situation que un auteur qui s'appelle Yves Clos décrit comme le travail empêché. Et vous êtes obligé de faire quelque chose qui est contraire à ce que serait un travail de qualité, qui est contraire à ce pourquoi vous vous sentez utile au travail. Et donc, si on prend le secteur de la santé, c'est celui où le pourcentage de réponse pendant au moins les 3/4 du temps, je n'ai pas cette possibilité de faire un travail de qualité. C'est là que le pourcentage est le plus élevé. Il correspond à 14% de l'ensemble de la force de travail dans le secteur de la santé, toute profession confondue, alors, y compris le personnel administratif, alors que pour la moyenne, donc l'ensemble des professions, des secteurs et des professions en Europe, on est à 10%. Est-ce que vous avez la nécessité de cacher vos émotions? C'est de nouveau un problème qui a un impact important sur, je dirais, la santé, via les problèmes psychosociaux. Dans le secteur de la santé, c'est 44% qui répondent oui, je dois cacher mes émotions. Dans l'ensemble des personnes qui travaillent en Europe, c'est 31%. Donc de nouveau, vous avez une différence forte entre le secteur de la santé et l'ensemble des travailleurs. Est-ce que votre travail est émotionnellement, alors là le mot anglais c'est disturbing, c'est un peu plus fort que dérangeant, c'est, je dirais pratiquement déstabilisant, enfin, c'est quelque chose entre les deux, entre dérangeant et déstabilisant. De nouveau, dans le secteur de la santé, 22% des personnes disent oui. Au niveau de la moyenne générale de la population qui travaille, c'est 10%. Donc là, on est plus que du simple double. Est-ce que votre travail fait l'objet d'interruptions fréquentes? Je suppose que vous, au quotidien aussi, ça vous énerve. C'est une des pires choses du point de vue psychologique, à la fois pour la qualité du travail, mais aussi par rapport au respect ou au manque de respect dont cela témoigne. Dans le secteur de la santé, c'est 26% de personnes qui disent oui, interruption fréquente. Pour, de nouveau, la moyenne générale des personnes qui travaillent en Europe, c'est 16%. Donc là, de nouveau, on a quand même une différence énorme. Alors, de quoi ça parle, interruption fréquente? En fait, ça parle de deux choses. Ça parle d'une part de méthode de management, qui impose de courir sans arrêt d'une chose à l'autre et de devoir interrompre une chose pour pouvoir en faire une autre, et donc qui empêche un plein investissement par rapport aux personnes humaines. L'objet du travail de la santé, ce sont des personnes humaines, mais ça parle aussi de la subordination qui est très forte dans le secteur des soins de santé par rapport au monde médical. Autrement dit, où le tout-bib est là,
Et là, que le tout-bip soit homme ou femme, ça ne change rien, parce que les femmes médecins se sont assimilées de ce point de vue-là à la conduite qui était celle des hommes médecins. L'infirmière est priée de courir. Et j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Enfin, je me souviens justement d'enquêtes sur les risques psychosociaux dans un hôpital à Charleroi. C'était une des choses les plus horribles qui étaient racontées. C'était on est dans la salle d'opération où il y a le grand chirurgien, et brusquement il s'énerve. Oh, j'ai oublié les gants, hop, va courir, alors que la personne était avec la perfusion pour commencer enfin, pour contrôler l'anesthésie. Mais elle est priée d'aller courir vite parce que monsieur le chirurgien a oublié, enfin, d'habitude il n'oublie pas ses gants, mais il oublie quand même parfois quelque chose. Et donc, ça va de soi que la personne à la perfusion a cette possibilité magique de laisser la perfusion suspendue quelque part, on ne sait pas très bien où, et d'aller chercher ce qui manque au chirurgien. Et donc, ça c'est les conditions pré-Covid. On est dans une enquête 2015. Mais donc, quand le Covid entre dans le secteur de la santé, il est particulièrement sollicité, mais ça, par la force des choses, il se heurte à une organisation du travail qui est déjà en elle-même délétère, hein, et qui est marquée par différents éléments, qui est marquée, par un élément très important, qui est la non-reconnaissance des qualifications réelles, dans toute leur ampleur. Et là, je ne vais pas développer ça parce que je n'ai pas le temps, mais je vous conseille, c'est un livre tout récent qui s'appelle « Le genre au travail », qui est sorti aux éditions Sileps. Et il y a un article fait par une économiste que j'ai trouvé mais vraiment très révélateur, c'est une économiste qui s'appelle Rachera, hein, donc, qui est spécialiste des différences salariales entre hommes et femmes. Et elle montre comment, à l'intérieur même du secteur de la santé, donc elle ne compare pas les salaires du secteur de la santé avec un autre secteur, des professions hautement masculinisées se font reconnaître via les systèmes de convention collective, hein, ou de tarification, se font reconnaître des qualifications qui sont parfois identiques à des femmes qui alors vont se retrouver avec un salaire inférieur, ou parfois inférieur à celle des femmes, et là ils vont se retrouver au même salaire que les femmes. Et donc là, ça évoque un peu, hein, si vous avez un peu lu l'histoire de l'AFN, hein, ces femmes machines qui avaient une qualification nettement supérieure à celle du balayeur, mais qui étaient payées moins que le balayeur, mais c'est quelque chose que Sylvia Rachera observe au quotidien aujourd'hui dans le secteur de la santé. Donc elle fait une série de comparaisons que je ne vais pas reprendre ici, mais vous trouverez ça dans cet ouvrage collectif sur le genre au travail. Donc il y a cet élément de la déqualification, des qualifications qui passent par quoi? Qui passent par la négation de qualité professionnelle à toute une série d'activités qui sont considérées à ce moment-là, qui sont naturalisées. Bah oui, mais une femme, elle est empathique, une femme, elle sait écouter, une femme, elle sait calmer le patient qui a trop mal, etc. Donc ça, c'est un des aspects de la qualification. Mais ce que, justement, elle montre, c'est que ça va plus loin. Des diplômes qui sont massivement féminins, donc ce ne sont pas des diplômes exclusivement féminins, sont sous-évalués si on compte, par exemple, tout bêtement, le nombre d'années d'études que ça représente. Elle montre ça, par exemple, par rapport à l'accouchement. Donc, elle fait les calculs, qu'est-ce que ça représente comme année d'études, ce diplôme, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui comme salaire, et puis elle compare avec des diplômes qui sont plus massivement masculins, où il y a moins d'années d'études, mais on part avec un salaire plus élevé. Hein. Et donc ça, je trouve que c'est un article intéressant parce qu'il montre aussi, de façon, enfin c'est une économiste, donc avec des chiffres, des montants de salaire, qu'il y a cette déqualification permanente. Et alors, vous pourriez dire, oui, mais ça c'est du micro, ça c'est telle profession, c'est pas du tout du micro quand on voit alors les statistiques globales. Le secteur de la santé, qui est pourtant un secteur, je dirais, hautement qualifié, est un des secteurs d'activité où le salaire moyen est le plus bas en Europe. Hein. Au niveau européen, le secteur de la santé, tous salaires confondus, depuis le directeur de l'hôpital jusqu'à la personne qui nettoie, tourne autour d'une moyenne de 1 400 € par mois. Hein. Alors qu'on va trouver des salaires plus bas seulement dans deux groupes. Un des deux groupes, c'est l'ORECA, et le deuxième, maintenant, je ne suis plus sûr, donc je ne vais pas vous dire lequel est le deuxième. Mais donc, tous les autres secteurs, que ce soit la construction, l'industrie, en fait, etc., ont des salaires plus élevés que le secteur de la santé. Et donc, à l'exception de l'ORECA,
et je crois, mais je n'ose pas m'avancer, je crois que c'est l'agriculture, les rémunérations de la santé sont les plus basses en Europe. Et donc, de nouveau, la question, qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la crise du Covid? On a dit qu'on va régler ça avec des primes. Hein, vous êtes des héroïnes, on vous donne une médaille, et dans le meilleur des cas, il y a une prime, alors ça tournait suivant les pays, suivant etc., les professions, ça pouvait aller jusqu'à 500 €. Enfin, voilà, par rapport à cette longue histoire d'évaluation des qualifications réelles, c'est clair que ces primes, c'est comme de la charité, en fait. Ça ne corrige rien. Alors, je ne vais pas aborder de façon plus précise la question des inégalités de genre dans le télétravail. Je la trouve passionnante, mais je trouve que c'est bien de pouvoir passer à la discussion. Donc, je vais interrompre ici. Voilà. Donc, maintenant, à vous de prendre la parole. Oui. Il y a un micro, je crois, ou sinon. Merci. D'abord, merci pour votre exposé, très intéressant. Vous avez souligné, entre autres, à juste titre, la présence immédiate des fédérations des patrons, qui ont considéré que l'organisation du travail, adaptée, d'ailleurs pas adaptée, était leur affaire. Par contre, on a le sentiment que les organisations syndicales, pour ne pas dire certains partis politiques, ont été plus lents à la détente. Vous expliquez ça comment? C'est une question d'inertie, tout simplement, de temps, ou d'absence, ou d'ignorance, simplement de ce qui se passe sur le terrain. C'est comme vous voulez, on va prendre alors au moins 2 questions. Bonsoir, merci pour l'exposé. J'ai juste une petite question anecdotique. Vous avez dit qu'on n'avait pas les données en fonction des classes sociales. J'aimerais savoir si on a des données en fonction de la langue de la personne en Belgique. Alors, donc d'abord pour la question de ce qu'ont fait les organisations syndicales. Alors je dirais qu'il y a 2 problèmes. Un problème général, donc il y a 2 problèmes. Un problème général, donc, qui se situe aussi hors Covid, avant, et un problème encore plus spécifique à la période du Covid. Donc pour le problème général, la période, voilà, ces 20-30 dernières années, ce qu'on peut dire, c'est que la question de l'organisation du travail et donc de la possibilité de développer des conflits, non pas sur des aspects quantitatifs comme les salaires, le volume de l'emploi, etc., mais sur des aspects de contrôle sur l'organisation du travail, n'est pas considérée comme une priorité par les directions syndicales. Et dans une large mesure, je crois que ça reflète aussi un problème de démocratie interne dans l'organisation syndicale. Parce que l'organisation du travail est au contraire très présente dans l'expérience que les travailleurs font de l'exploitation. Et donc, souvent, il y a évidemment des questions de salaire, il y a évidemment des questions d'emploi, qui sont des questions très importantes. Hein, pensez à GSK, enfin, bon, il y a toute une série de luttes autour de ces questions-là. Mais la question de l'organisation du travail, c'est vraiment le quotidien de la personne et de son corps dans le processus de travail. Et en permanence, je dirais que le processus de travail lui-même met en contradiction la personne avec l'organisation du travail qui lui est imposée. Alors, cela n'amène pas forcément à des conflits majeurs. Parfois, ça le fait, mais pas toujours. Dans la majorité des cas, ça ne le fait pas. Et ça amène souvent une micro-conflictualité. Et donc ça, c'est ce qui a été observé notamment par Nicolas Lacteur. Donc c'est pas des choses qui sortent dans les journaux, mais c'est des gens qui reprennent le travail au moment de la reprise, après le déconfinement, et qui disent non, ça ne va pas, il faut faire les choses autrement, et qui commencent à discuter, etc. Donc il y a une énorme micro-conflictualité autour de ça, mais qui est peu prise en charge dans les plateformes syndicales. Et je dirais, il se fait qu'il y a 2 jours, quelqu'un m'avait demandé mon avis sur une plateforme définie par des syndicats. Je dirais que si on prend
politiquement le ralignement qui se situe très à gauche. C'est un document commun qui a été passé entre Sud Solidaire, la CGT et la Confédération paysanne. Donc, vous diriez sur l'échiquier politique, c'est vraiment la gauche du syndicalisme en France. Mais l'organisation, c'est un document, je dirais, assez long, programmatique, sur ce qu'il faut faire du point de vue, dans la société après le Covid. L'organisation du travail n'apparaît nulle part. Donc, il y a la revalorisation salariale, il y a les questions de discrimination, il y a les questions de violence, harcèlement au travail. L'organisation du travail n'apparaît nulle part. Et donc, ça, je crois que ça reflète deux choses. Ça reflète une difficulté réelle. Ce n'est pas facile de traduire ça par des revendications unifiantes. Hein. Donc, sur le temps de travail, vous pouvez dire on veut la journée des 8 heures. Sur les salaires, vous pouvez dire on veut, je ne sais pas, une augmentation, que le salaire minimum soit porté à autant d'euros. Quand il s'agit de l'organisation du travail, évidemment, vous n'avez pas une revendication générale, sauf celle que vous voulez que, mais ça c'est assez abstrait de le dire comme ça, qu'il y a un contrôle des travailleurs sur leurs conditions de travail. Mais dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'infirmière? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ouvrier du bâtiment? Ça veut dire des choses forcément différentes. Donc ça, c'est une difficulté objective qui existe. Et qui fait que ce n'est pas facile de s'engager sur le terrain. Donc il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, c'est parce que politiquement on l'a écarté. Il y a des difficultés réelles, mais ces difficultés peuvent être contournées. Hein. Et je crois que, justement, c'est dans chaque fois qu'il y a une opposition, je dirais, entre l'expérience directe, immédiate, qu'ont les travailleurs et leur corps, et ce qui leur est imposé dans l'organisation de travail, il fait que ça fait mal, ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça, que peut naître une révolte et des éléments de conscience, mais ce n'est pas un processus automatique. Moi, quelque chose qui m'a énormément frappé, donc récemment, sur le plan littéraire, ce sont les livres d'Édouard Louis où il parle de ses parents. Il y a 3 livres, hein, c'est lui par rapport à sa famille, l'autre c'est son père, l'autre c'est sa mère, et il montre à quel point tant son père que sa mère souffrent d'une oppression de classe qui est énorme, et comment chez eux ça se transforme principalement, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi des moments heureusement différents, ça se transforme en violence sur eux-mêmes et sur leurs proches. Et donc, le fait d'être placé dans ces conditions ne se traduit pas automatiquement, je dirais, par des pratiques de contestation qu'on arrive à formuler, mettre sur le papier. Souvent, la contestation la plus simple, c'est ces chefs, qu'est-ce qu'ils sont cons, et des trucs comme ça, mais ça ne va pas nécessairement plus loin. Et donc là, il y a une difficulté qui est objective. Alors, sur la période Covid proprement dit, alors là, il y a eu des orientations syndicales différentes. Je crois que par exemple les Italiens ont été plus actifs. Pour les syndicats allemands, mais pas uniquement les syndicats allemands, mais donc la priorité absolue, c'était ne pas perdre des emplois, la reprise de l'économie. Ce n'est pas le moment de lancer la bagarre sur l'organisation du travail. Et donc là, c'est assez clair. Dans le cas de la Belgique, je dirais c'est la ligne entre guillemets allemande, mais c'est caricatural de dire allemand ou italien, c'est pour simplifier. C'est la ligne allemande qui a prévalu, c'est-à-dire qu'au moment où il y a eu toutes les réunions du groupe des 10 pour préparer la reprise, c'est la grande différence entre la reprise et le passage au premier confinement. Le passage au premier confinement, ça a été dans la panique. Donc c'était assez logique, on disposait de rien. Bon, et il fallait confiner. Et ça a été décidé en 24 heures, 48 heures, et donc à ce moment-là, il n'y avait pas d'élaboration sur ce qu'il fallait faire par rapport au télétravail, c'est normal, c'était inévitable. Mais au moment de la reprise, au contraire, la reprise a été planifiée partout en Europe. Et on n'a pas repris du jour au lendemain parce qu'on a dit « Oh, aujourd'hui, les indicateurs sont passés au vert ». Non, on s'est donné en général plusieurs semaines, parfois même quelques mois, pour voir, voilà, et comme vous le savez, dans le secteur de l'enseignement, on a discuté, on commence par tel type tel niveau d'enseignement, avec tel pourcentage d'élèves, enfin, tout ça, ça a été planifié. Bon. Et au niveau des relations interprofessionnelles, c'était également planifié par le groupe des 10. Et quand on voit la négociation qui s'est passée en Belgique dans le groupe des 10, c'est que l'échange, si on peut dire, le compromis s'est fait sur une certaine, enfin non, je dirais même une générosité certaine dans le domaine de la protection sociale. C'était très généreux de la part de la FEB, puisque ce n'est pas de l'argent qui paye. Enfin, ils ont concédé beaucoup sur ce terrain-là. En échange de quoi, le monopole du pouvoir sur l'organisation du travail a été conservé. Et c'est ce qui s'est traduit en Belgique par la publication d'un guide qu'on appelle guide intersectoriel,
qui a été publié au moment de la reprise du travail, et qui, par rapport même à la législation, donc je ne parle même pas par rapport aux revendications syndicales, mais par rapport à la législation existante, était nettement en dessous des exigences minimales de la législation. Hein? Et donc ça, c'était je dirais le compromis. Le groupe, enfin, la partie syndicale dans le groupe des 10 a obtenu effectivement que dans le domaine de la protection sociale, en gros, on n'allait pas les ennuyer, on allait mettre en place des mécanismes qui, globalement, voilà, fonctionnaient, mais en échange de quoi, il n'y aurait pas de conflit sur l'organisation du travail. Et c'est, entre autres, mais il y a aussi là-dedans des histoires locales dont il faut dire compte, par exemple, ce qui explique le manque de soutien à la lutte à la STIB. Hein, il y a une histoire propre à la STIB, hein, qui est aussi beaucoup plus ancienne, qui remonte bien avant le Covid, mais il y a aussi le fait que c'était une lutte, comment dire, qui dérangeait au moment où on venait de signer l'accord dans le groupe des 10, et donc voilà, ça ne se faisait pas qu'ils partent en grève, remettant en cause l'organisation du travail, alors que voilà, il y avait d'autres choses qui étaient considérées comme prioritaires. Alors la langue, à ma connaissance, non. Donc ce qu'on a comme élément, c'est la commune. Hein. Il n'y a pas la langue, il n'y a pas l'origine ethnique. Voilà. Et que je sache, dans des enquêtes sur des aspects de santé au travail ou même de santé publique, le facteur langue en Belgique n'est pas considéré. Ah voilà, si c'était interdit, donc c'est encore plus simple. Enfin, peut-être qu'il y aurait des moyens de trouver... Oui, voilà. Mais donc en tout cas, voilà, la langue n'est pas... Parce que le recensement, justement, linguistique n'est plus possible. Oui. Donc je me posais la question de savoir si en termes de santé, on avait dérogé à ça. Non. Mais les statistiques de santé, vraiment, en Belgique, sont très, très obscurantistes sur l'ensemble des facteurs sociaux. Hein. Si on compare vraiment aux données dont on dispose pour la France, pour l'Espagne, pour le Royaume-Uni, avec un gouvernement conservateur, a des statistiques de santé sur les inégalités sociales de santé qui sont extraordinaires. Pas parce que c'est un gouvernement conservateur, parce que c'est une tradition au Royaume-Uni depuis le choléra, il y a 150 ans, et donc ça paraît évident qu'on ne peut pas aborder un problème de santé sans se poser la question sociale, du groupe socio-professionnel, et qui que ce soit qui est au pouvoir, on dispose de ces données au Royaume-Uni. Donc c'est le premier pays, par exemple, qui a montré que la mortalité dans masculine liée à la profession pour le Covid était particulièrement élevée dans le secteur des transports et aussi des chauffeurs de taxi. Parce que c'est une habitude, on pose aussi cette question-là, qui est une question tellement pertinente qu'on la pose. Mais dans les statistiques belges, non. Et dans les statistiques belges, c'est aggravé par le fait que c'est vraiment considéré comme deux secteurs complètement séparés. D'un côté, il y a le SPF Travail et Emploi, qui n'a pratiquement pas les moyens de développer des appareils statistiques un temps soit un peu sophistiqués. Puis de l'autre côté, il y a le SPF Santé, et surtout, on n'entre pas sur le terrain du travail et de l'emploi. Je voulais juste vous demander, du côté de la psychologie des gens, le stress, tous les malheurs qui s'est passé, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des données là-dessus, ou est-ce qu'on va sûrement les avoir après? Oui, donc il y a des données, alors je ne connais pas de données générales au niveau européen, hein, mais il y a des données sur le fait que, justement, par exemple, pour le personnel hospitalier, c'est clair que, outre la surcharge physique de travail, la surcharge émotionnelle a été terrible. Hein, et on a par exemple des données sur les services aux urgences, les personnes qui ont travaillé dans tous les départements Covid. Ça c'est sûr. Maintenant, d'un point de vue plus général, est-ce qu'on a des données qui permettraient, par exemple, je parle maintenant pas seulement du secteur hospitalier, mais pour l'ensemble des secteurs, de distinguer ce qui a été, j'ai l'impression, générale qu'a exercé le Covid en termes de santé mentale sur toute la population et les aspects plus spécifiques au travail. Là, je crois qu'il faut aller vers des enquêtes qualitatives, mais je ne crois pas qu'il y ait des données statistiques là-dessus. Mais par contre, on a des données sur aussi les taux de suicide,
elles arrivent souvent avec retard, on a des données sur la consommation des médicaments. Enfin, il y a des données qui existent, mais elles sont plutôt populationnelles que liées à des groupes socioprofessionnels. Justement, je voulais vous poser la question par rapport au secteur de la santé, donc notamment par rapport aux personnes qui ont été mobilisées. On a beaucoup parlé des infirmières, des aides-soignants, du personnel des hôpitaux et des maisons de repos. Et moi, j'ai l'impression qu'on a complètement oublié un domaine du secteur de la santé et qui, je pense, du coup, ça va avoir un impact par la suite aussi. C'est qu'on a oublié tout le côté aide à domicile. C'est un côté qui a été complètement oublié des médias, mais vraiment totalement. Alors qu'elles ont été, je dis elles parce que c'est une population fortement féminine, elles ont été vraiment jetées dans la gueule du loup, sans protection chez les gens, etc. Où là, il n'y a pas d'encadrement. Je sais que dans les hôpitaux, il y avait très peu de moyens, mais il y en avait. Dans les services d'aide à domicile, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Et c'est un secteur qui a été, je trouve, oublié. On n'en a jamais parlé. Et je pense que ça risque d'avoir un impact plus tard aussi, notamment ici en septembre dans les écoles de promotion sociale par exemple. Les inscriptions au niveau des aides-soignants, malgré le fait qu'on a parlé des mauvaises conditions de travail, elles ont augmenté. Les aides familiales, ça a diminué très fortement. Donc je vais avoir un peu votre avis. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors sur un aspect particulier, donc des titres-services, donc là il y a eu cette conférence où justement elles expliquaient leurs conditions de travail, comment ça. Pardon. Donc là je vous renvoie à cette conférence qui est disponible sur YouTube où elles expliquent ce qui s'est passé dans le secteur des titres-services. Il y a d'autres formes d'aide à domicile qui ne passent pas par les titres-services, notamment quand il s'agit déjà d'une aide plus spécialisée, que ce soit d'un point de vue santé, psychologique, etc. Je crois qu'il y a de nouveau, il y a des problèmes structurels, donc déjà hors Covid qui se présentaient, et il y a alors des problèmes propres au Covid. Donc pour le problème structurel, c'est clair que il y a une sous-valorisation de l'importance de l'aide à domicile, parce que du point de vue ce n'est pas la seule réponse, hein, c'est un élément seulement de réponse, mais du point de vue de la valorisation du capital, le passage vers la maison de retraite constitue un marché beaucoup plus rentable. Donc ça c'est un élément qui joue. Et donc on est dans une société, par exemple, si on compare au Danemark, ou même aux Pays-Bas, on est dans une société où la question de maintenir les personnes à domicile grâce à une aide qui permettra de suppléer, je dirais, à leurs besoins, est considérée comme d'ordre secondaire. Hein. Et donc, il y a eu pendant tout un temps un débat, notamment par exemple s'il ne fallait pas, au niveau de la protection sociale, hein, créer une nouvelle prestation. Hein, et alors, comme toujours en Belgique, ça a été la question de savoir si ça pouvait se faire au niveau fédéral ou au niveau flamand ou pas. Donc en Flandre, ils ont créé une micro-prestation, je dirais, enfin, mais qui n'a pas été très loin. Mais l'enjeu pour eux, enfin, malheureusement, dans ce débat en Belgique, on n'a pas discuté de la question de l'importance de l'aide à domicile, on a discuté de la question de savoir ce que pouvaient faire les Flamands, ce que pouvaient faire les... Bon, c'était vraiment une discussion sur le fédéralisme, beaucoup plus qu'une discussion sur le fond même du problème. Et c'est clair que le fond du problème, c'est ça. C'est est-ce que l'aide à domicile est valorisée comme justement une alternative en termes de qualité de vie nettement supérieure au passage à la maison de retraite. C'est plutôt ma vision des choses, mais il y a aussi des formes alternatives qui facilitent ça, qui sont par exemple des logements collectifs, multigénérationnels, etc. Donc c'est pas seulement l'aide à domicile qui est négligée, on a la même négligence par rapport à ces solutions-là. Et alors, par rapport au Covid même, en fait, la vision qui a dominé, je dirais, partout en Europe, mais avec quand même aussi des variations, c'est où vous êtes chez vous, et là le problème ne se pose même pas en termes de santé, vous attendez, ou vous basculez vers l'hôpital. Mais toute cette vaste gamme de situations intermédiaires où vous n'êtes pas simplement asymptomatique, et donc en bon état chez vous,
où vous êtes vraiment tellement amoché que vous devez aller à l'hôpital. Donc toute cette gamme de situations n'a pas été prise en charge dans les politiques sur le Covid. Hein, le mot d'ordre, c'était quoi? Vous téléphonez à votre médecin traitant. Votre médecin traitant, alors là, on les a, comment dire, on leur a mis sur le dos tous les aspects bureaucratiques, administratifs, de certificats, etc., et vous attendez. Et une fois que, bon, soit le truc passe, tant mieux pour vous, hein, et à ce moment-là, vous pouvez reprendre le travail et la vie comme avant, soit ça s'aggrave, c'est au moment où ça s'aggrave vraiment très très fort qu'on vous enverra vers l'hôpital. Et donc, une des explications, je ne crois pas que ce soit la seule, hein, mais une des explications sur le taux de mortalité plus bas en Allemagne par rapport à la Belgique ou la France au moment de la première vague, est liée à ça. Je ne crois pas que ce soit l'explication principale, mais c'est un facteur d'explication. C'est-à-dire que la prise en charge de personnes, je dirais, faiblement malades ou moyennement malades, n'a pas du tout été effectuée. Hein, on a pris en charge les cas les plus graves, après des mécanismes de triage qui excluaient notamment les personnes âgées, enfin celles qui étaient dans les homes. Ça, on l'a pris en charge. Et pour le reste, c'était un problème purement administratif. Il fallait les certificats qu'il fallait, il fallait les documents pour l'incapacité de travail, et ainsi de suite. Mais au maximum, on avait droit à une conversation téléphonique avec le médecin. Hein, et donc, là, il y a vraiment eu un vide. Et on peut supposer, mais de nouveau, c'est à démontrer, ça c'est purement intuitif ce que je vous dis, c'est on peut supposer qu'il y aurait peut-être eu moins de cas qui se sont aggravés jusqu'à atterrir à l'hôpital s'il y avait eu une meilleure prise en charge de l'ensemble de ces situations intermédiaires entre les asymptomatiques d'un côté et les très malades de l'autre. Je me permets de vous demander, comment analysez-vous le rôle de la médecine du travail, du médecin du travail? En fait, on n'en a pas parlé, et cela face à la configuration sociale du travail et particulièrement à la présence du Covid. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur vos trois grandes catégories hein, de travailleurs face au Covid, et on voit bien qu'il y a des grosses différences sur les secteurs, mais il y a aussi énormément d'organisations où ces trois catégories coexistent dans la même organisation. Donc, je voulais savoir s'il y avait déjà des choses qui avaient été étudiées ou regardées sur l'impact que ça pouvait avoir en termes de conflits internes dans l'organisation, et aussi en termes de mobilisation collective des travailleurs ou de solidarité, tout simplement. Bonsoir, moi j'ai une question concernant l'organisation du travail, parce qu'au final, on n'a pas de réponse à cette question. Donc, quid, je me demande, sur base de tout ce que vous avez exposé, qui serait compétent pour réinterpeller par rapport à l'organisation du travail? Et deuxième sous-question, c'est si on touche à cette organisation du travail, est-ce qu'on ne risque pas de mettre le doigt sur d'autres problématiques, parce qu'on sait que l'être humain a peur face au changement? Merci. Bonjour, merci. Vous avez, si j'ai bien compris, l'idée c'est que au niveau par exemple des services commerciaux comme les supermarchés et autres, on a favorisé les usagers et on a laissé quasi intacte l'organisation du travail. Quand je regarde avec une perspective sectorielle, on peut tout comparer. Donc, quand je regarde les universités, par exemple, là, au niveau des syndicats, enfin au niveau des étudiants, on pourrait apparenter à des usagers. On les a complètement maltraités, on les a laissés faire des examens, on a retiré tout ce qui était du plaisir. Comment expliquer cette différence de traitement là où justement dans les universités on a maltraité les usagers et on a réorganisé le travail plutôt que de se dire tiens on va doubler la capacité des classes, comment là on s'en sort pour comprendre cette différence de valorisation des richesses?
Oui, alors, coexistence des trois groupes dans une même ambition, c'est clair, ça s'est présenté couramment. Hein, je veux dire, les tâches administratives pouvaient passer en télétravail, toutes les tâches qui étaient des tâches matérielles ne pouvaient pas passer en télétravail, donc soit on les arrêtait et les gens se retrouvaient en chômage temporaire, soit on ne les arrêtait pas et les gens se retrouvaient sur le lieu de travail. Donc ça s'est présenté, et ça s'est présenté à grande échelle. Hein. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de... Voilà, je n'ai pas lu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais je n'ai pas vu d'études qui porteraient sur les conflits qui seraient nés à partir de cette coexistence. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est clair que les outils donnés pour le télétravail n'ont jamais été adaptés au contenu de l'activité. Et ça, je crois, on l'a ressenti dans tous les secteurs. Et donc, c'est toute la question, je dirais, de l'ergonomie des logiciels. Donc, pas des aspects strictement matériels de l'ergonomie, mais de est-ce que l'outil qu'on me donne pour donner cours, pour faire une consultation médicale, pour régler un problème d'assurance, etc., est-ce que l'outil est adapté à l'activité même que je dois mener? Et on voit que la réponse, en général, est non, et parfois même, je dirais, de manière caricaturale. Alors, de nouveau, que ça a été le cas au tout début, je crois qu'il y avait une grande part de choses inévitables. Personne n'avait prévu que, alors que d'habitude le télétravail ne concerne qu'un très petit pourcentage de travailleurs, justement on allait retrouver 30% de personnes à faire du télétravail. Donc ça avait partie des éléments de la crise elle-même, hein, qui étaient imprévus. Maintenant, le fait qu'aujourd'hui le télétravail s'installe dans le paysage de façon structurelle, et on sait que même après le Covid, il y aura pour toute une série de raisons, certaines du point de vue des travailleurs, d'autres du point de vue des employeurs, mais il y aura une masse de télétravail plus importante que ce qu'il y en avait avant le Covid. Là, c'est clair que tous ces aspects, je dirais plus qualitatifs, hein, de comment est-ce que les outils sont adaptés, comment ils ne le sont pas, quels sont les risques en termes, par exemple, de communication, de cohérence, de coopération qui peuvent être liés au télétravail, tous ces éléments demanderaient effectivement d'être élaborés de façon beaucoup plus. Moi, je sais que, bon, je sais que j'ai donné cours avec les systèmes de l'ULB, c'était la catastrophe de A à Z en permanence. Bon, et je ne crois pas que les autres universités se débrouillaient mieux, hein, mais bon, à l'ULB, c'était particulièrement grave. Voilà. Alors, mais c'est vrai dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire que croire qu'on peut faire exactement la même chose à distance, ce n'est jamais vrai. On peut faire des choses, mais on les fait à ce moment-là forcément de manière différente. Et donc croire qu'on peut transposer dans sa petite cuisine, même si on a un beau bureau et un bon ordinateur et une bonne chaise, hein, mais croire qu'on peut transposer ce qu'on fait au travail en étant chez soi, c'est une illusion. Donc on peut, moyennant toute une série de réadaptations, de changements, on va dire de compromis aussi, pour qu'à ce moment-là, il y ait de nouveau un travail convenable qui se fasse. Et là, de mon point de vue, la question fondamentale, c'est celle de la démocratie au travail. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas formaliser dans des termes généraux. Oui, on peut le faire alors de façon tout à fait générale, de dire qu'il faut que l'ergonomie des logiciels soit adoptée au contenu de l'activité. Bon, ça c'est très joli, mais ça n'apporte aucune réponse concrète. Et donc c'est justement en faisant remonter l'expérience des gens qui diront, ben voilà, ça marchait plus ou moins, ça c'était vraiment le désastre et tout, et c'est à travers ça que l'on pourrait effectivement arriver à des formes de télétravail qui soient d'une part compatibles avec la qualité du travail, d'autre part compatibles avec la qualité de vie des personnes. Mais là, je crois qu'il faut vraiment être très très attentif par rapport aux inégalités de genre. Elles sont tellement importantes sur la question du télétravail qu'avant de se lancer, je dirais, dans ce genre enfin, il faut se lancer dans ce genre d'analyse et puis de décision, il faut vraiment valoriser particulièrement l'expérience qui a été vécue par les femmes, parce que ça, on le voit justement dans les enquêtes françaises hein, qui ont été menées, donc, hier j'ai parlé de ce livre, l'explosion des inégalités, on voit que ça a été vécu de façon très différente entre hommes et femmes. Hein, et donc que les hommes, enfin globalement, mais je simplifie beaucoup les choses, les hommes cadres ont plutôt valorisé hein, le fait de ne pas passer trop de temps dans les transports, enfin, il y avait toute une série d'aspects positifs, en dehors même de la question du Covid liée au télétravail. Pour les femmes, ça a souvent été beaucoup plus la galère. La question de la différence entre l'université et un supermarché. Un supermarché, ça rapporte.
Non, c'est une réponse ironique, elle est trop déterministe. Je crois aussi qu'il y a une lourdeur de fonctionnement dans les universités, voilà, enfin, je ne crois pas que tout ce soit pour dire « Ah oui, les étudiants, ça ne vaut rien, donc on les traite comme n'importe quoi ». Je crois qu'il y a aussi une espèce de lourdeur bureaucratique dans la manière d'organiser les choses qui a fait que, voilà, on a... Pour moi, vraiment, l'idée maîtresse pour analyser des tas de situations différentes, c'est l'idée d'impérialisme hygiéniste. Autrement dit, que ce soit les supermarchés, que ce soit les universités, que ce soit les hôpitaux, il y a eu cette ligne directrice, mais qui a produit des conséquences très variées suivant les domaines, suivant les secteurs, suivant le type d'activité. Et donc l'impérialisme hygiéniste, c'est quoi? C'est de se dire, on est en face d'un agent infectieux, il faut, ça c'est la base de l'hygiène, il faut tuer la bébête. Ce qui est vrai, bien entendu, il faut autant que possible l'éliminer, il faut passer par des mesures d'hygiène, de désinfection, etc., etc. Mais croire que l'on peut réorganiser le travail uniquement autour de cet axe-là, ça, ça ne marche pas, c'est de la folie. Et donc, ce qui, à mon avis, est le point commun à des situations complètement différentes, c'est cette vision d'impérialisme hygiéniste. Et après, les conséquences, par contre, ont été énormément diversifiées. Donc on peut dire, ah, les étudiants ont été, entre guillemets, mieux protégés du point de vue de la contagion, mais beaucoup moins bien protégés au niveau de leur qualité de vie, hein, ou de la qualité d'éducation qu'ils recevaient. Enfin, voilà, on peut trouver des conséquences très différentes les unes des autres. Et c'est, mais ça je reviendrai là-dessus jeudi, quand ce sera la partie plus politique, c'est à mon avis une des bases aussi du fait que dans les positions politiques actuelles, le facteur de la génération joue un rôle important. Parce qu'il y a eu objectivement des différences dans ce qui était ressenti comme problème lié à la crise du Covid. Autrement dit, le risque de mortalité pour la majorité des jeunes était quelque chose d'assez abstrait. Le risque de mortalité pour les personnes plus âgées, c'était forcément quelque chose de beaucoup plus concret. Et donc, puis on a toute une gamme de situations entre les deux, bien entendu. Médecin du travail. Alors là, bon, réponse rapide et du coup sommaire, à BNP, il demandait le licenciement du médecin du travail. Bon, ça c'est trop vite de me dire que cela. Il y a un problème structurel de la médecine du travail en Belgique, c'est qu'elle fonctionne dans des organisations qui sont supposées être des ASBL, donc des organisations sans but lucratif, et qui en fait sont elles-mêmes intégrées dans des plateformes purement lucratives. Hein. Vous avez tous entendu des publicités à la RTBF, hein, où on vous vante et mérite de tel machin qui fait à la fois la médecine du travail, l'assurance des accidents du travail, le secrétariat social et encore 2 ou 3 autres choses. Donc il y a vraiment là un problème structurel. On fournit aux employeurs, donc la majorité, pour préciser, la majorité, ce n'est pas la totalité, mais la majorité des médecins du travail aujourd'hui sont dans ces services interentreprises, hein, les services externes. Il y a des médecins du travail aussi rattachés à l'entreprise, et c'est seulement dans des entreprises déjà d'un certain volume. Hein, on ne va pas avoir des médecins du travail rattachés à des petites ou des moyennes entreprises. Parmi les médecins du travail des services externes, c'est clair que la question de la subordination au patronat se pose dans des termes plus dramatiques que pour le médecin du travail qui est en service interne. Ce qui paraît apparemment contradictoire. Le médecin du travail en service interne, il est directement subordonné à son employeur, et pourtant dans la pratique, on voit, en tout cas je vois ça par mon milieu hospitalier, que les médecins du travail des services internes souvent arrivent à conquérir une certaine indépendance. Alors que les médecins des services externes, alors, qui ont un volume de travail ingérable et qui, c'est devenu du travail répétitif, hein, c'est pas très, enfin je veux dire, on leur donne des temps de travail extrêmement courts, hein, 20 minutes par travailleur intérimaire, tu les fais défiler à la chaîne. Si vous voulez simplement connaître la personne et l'interroger un minimum sur ses conditions de travail, vous avez évidemment besoin de plus que 20 minutes. Donc là, il y a vraiment un problème structurel dans la médecine du travail. Par rapport au Covid, je ne vois pas très bien. Oui, comme toujours, il y a des médecins du travail qui ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, mais qui étaient enfermés dans des structures qui ne leur permettaient pas d'avoir une intervention efficace. Alors, sur l'organisation du travail, vous dites oui, les gens sont réticents au changement. Je ne suis pas. C'est clair que si on touche à l'organisation du travail, on touche à tout.
on touche à la division du travail. Et que la division du travail, c'est aussi la base de la division sociale. Et donc c'est clair qu'en interpellant l'organisation du travail, là, c'est un peu comme un fil, vous allez tirer sur plein de choses différentes. Et ça, c'est, voilà, je crois que c'est ça qui est, de mon point de vue, c'est ça qui est peut-être aussi stimulant dans le fait d'interroger l'organisation du travail. On n'en a jamais fini. Et c'est clair que tôt ou tard, ça pose des problèmes au niveau de la société tout entière. Et donc là, pour moi, ça s'oppose par exemple peut-être à des visions qui, au contraire, veulent centrer le conflit sur simplement les aspects de redistribution matérielle, sur les questions salariales. En touchant à l'organisation du travail, vous touchez vraiment le cœur même de notre société et de notre système économique. Mais en même temps, on est aussi arrivé, et là, justement, la crise du Covid joue quand même comme un révélateur, on est arrivé dans une situation où c'est clair qu'au quotidien, l'organisation du travail crée des dégâts qui sont extrêmement graves, tant pour la santé physique que pour la santé mentale. Et donc, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, on doit affronter la question de l'organisation du travail. La première question, en fait, c'était qui pourrait faire à partir du moment où les entreprises s'accordent le monopole pour gérer cette organisation du travail et que les politiques ne questionnent pas spécialement cette organisation du travail. Je crois que ce sont les travailleurs eux-mêmes, hein, c'est là que ça va partir. Il n'y a pas. D'abord parce qu'ils détiennent une compétence que nul autre n'a. Autrement dit, pour connaître au quotidien ce qu'est l'organisation du travail, il n'y a rien de mieux que d'interroger des gens qui sont impliqués dans cette organisation du travail. Donc ça déjà, c'est un avantage énorme. Et d'autre part, ils y ont un intérêt énorme. C'est pouvoir vivre une vie meilleure, pouvoir donner un sens à son activité lorsque son activité, au contraire, hein, c'est ça l'histoire du travail empêché, a perdu son sens, pouvoir avoir à la fois du boulot et se dire le boulot que je fais est utile aux autres. Ah, c'est quand même drôlement important. Et donc, et ça, c'est en questionnant l'organisation du travail qu'on peut arriver à cela. Donc, par déduction, on pourrait clôturer alors ce petit échange en disant que c'est un questionnement qui va être constant, évolutif avec l'évolution de la société. Et donc, ça doit aussi, j'imagine, impliquer une évolution de la mentalité des entreprises, parce qu'il y a des travailleurs qui n'osent pas justement s'exprimer sur cette question d'organisation, par crainte justement de l'employeur. Enfin, je parle en tout cas par rapport à ma propre expérience. Oui, c'est une question de rapport de force. Hein. Vous savez, quand on voit pourquoi dans certaines sociétés, certaines questions sont plus faciles à aborder que dans d'autres, souvent c'est le rapport de force qui a fait que voilà, vous pouvez plus facilement mettre sur la table certaines choses et que dans d'autres sociétés, on ne peut pas le faire. Hein, mais ça, c'est vrai, c'est pas seulement vrai pour l'organisation du travail. Hein. Si vous prenez, je sais pas, les violences faites aux femmes, de nouveau, il y a des sociétés où c'est devenu plus facile que dans d'autres, et ça dépend du rapport de force. Ça ne dépend pas de qualité intrinsèque qui serait au départ dans une société donnée. C'est quelque chose qui se façonne, qui change constamment, et qui peut aller vers le mieux ou qui peut aller vers le pire. Oui.